Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée. Salut à tous, on est de retour, c'est Bismart. Alors là encore, une heure spéciale et une heure spéciale autour de l'industrie. Voilà, les défis de l'industrie. Alors l'industrie en France, on va se concentrer là-dessus. Il y a déjà de quoi faire au bout d'une heure. On ne va pas parler que de relocalisation. Non, parce que, et peut-être même d'ailleurs que les défis de l'industrie sont ailleurs. Allez, c'est parti, on va voir ça pendant une heure. Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée. Donc, des industriels autour de cette table. Que des industriels autour de cette table. Sylvie Guinard, bonjour Sylvie. Bonjour. Vous êtes la présidente de Timonier. Un mot sur Timonier. Alors Timonier, nous sommes concepteurs et constructeurs de machines d'emballage souple pour emballer des produits sensibles, donc que l'on va s'injecter, que l'on va ingérer ou que l'on va mettre en cutanée. Romain de Tellier, bonjour Romain. Bonjour Stéphane. Donc c'était Arc Industrie la première fois qu'on s'est vu, et maintenant c'est Arc Industrie Group. Effectivement. Et ça ne cesse de grossir. Tu es installé où? Oui, j'ai pas demandé d'ailleurs. Au nord de Lyon, à 15 km au nord de Lyon. Nous, région grenobloise, Voiron-Crawl maintenant, 3 sites de production dans la tôlerie industrielle. Ouais. Donc effectivement, on est passé de 20 à 40 en quelques mois, après une belle levée de fonds. Et la vision du groupe reste la même, faire de l'aventure humaine l'âme de l'industrie du futur. Magnifique. Bruno Grandjean, bonjour Bruno. Alors, Bruno immensément célèbre, Bruno qui a porté qui a porté la voix de l'industrie quand même sur tous les plateaux pendant des années, et donc je vous en remercie. C'était à l'époque où tu étais à la tête de la Fédération des industries mécaniques, c'est ça? C'est ça, voilà. oui, une période où l'industrie était peut-être pas faisait pas l'unanimité comme aujourd'hui. Il y avait un travail. Une question justement, est-ce qu'elle fait l'unanimité? Président du directoire de Redex, Bruno qui fait des laminoirs, et puis Michael Valentin, bonjour Michael. Bonjour Stéphane. On discute aussi très régulièrement, Michael, qui est le premier, je crois, à avoir écrit un bouquin sur ce que tu as appelé le teslisme. Je ne sais pas d'ailleurs si aujourd'hui, donc Fordisme, Toyotisme, Teslisme, je ne sais pas si aujourd'hui d'ailleurs le néologisme est employé, j'en sais rien moi, aux arts et métiers. Il commence à être un peu repris. Ouais. Mais bon, c'est le début quoi. On est dans le début d'une vague. En tout cas, beaucoup de gens s'intéressent à Tesla, ça c'est sûr. Non mais c'est ça, beaucoup de gens s'intéressent à Tesla, pas pour les mêmes raisons que toi. Pas forcément. Et ça aussi, on va en parler. On en parlera. Ouais. Ouais, non, c'est-à-dire que toi, ton sujet, c'est pas qu'on envoie des gens dans l'espace, etc. C'est pas ton sujet. Ton sujet, c'est la première fusion entre la culture industrielle et la culture start-up. Ouais. Voilà, la culture digitale, très intéressant. Non, mais justement, démarrons. Alors, Impact France Relance, mais au-delà de ça, est-ce que tu sens, Bruno, un climat différent autour de l'industrie en France? Ah oui, il n'y a pas photo. Aujourd'hui, ça fait l'unanimité. Tout le monde parle de réindustrialiser, a conscience que l'industrie a un rôle éminent en termes de création de richesse, d'intégration. On sait que dans les territoires, dès qu'il y a une usine, eh bien, il y a une forme de prospérité. Donc ça, c'est un combat qu'on a gagné depuis quelques années. Attends, est-ce que ça se voit concrètement? Parce que moi, j'aime bien ta phrase, on sait que dans les territoires, il y a une usine. J'allais te dire, il y a un recours. Dès que dans les territoires, on commence à monter une usine, tu es sûr qu'il y a un recours et tu es sûr que pour pousser 3 murs, ça va encore te prendre 10 ans. Est-ce que ça change? Oui, ça bouge. Je pense qu'on a un a priori positif vis-à-vis des usines. Il y a toujours effectivement des risques juridiques, mais c'est bien identifié, c'est compris et on a le soutien quasi unanime des politiques sur ces sujets. Donc c'est un changement culturel majeur. Après, est-ce que dans les faits, on réindustrialise? C'est une autre question. On va y aller. Mais le contexte a changé aujourd'hui. On va le voir d'ailleurs dans la présidentielle. C'est quelque chose qui fait l'unanimité. Il faut réindustrialiser les usines. L'industrie a un rôle particulier. Et la crise du Covid a encore accru cette bonne image puisqu'on s'est rendu compte que c'était également un élément de souveraineté d'avoir des usines, de pouvoir produire soi-même des masques par exemple. On s'est même rendu compte de quelque chose qu'on ne comprenait pas en France et que Sylvie illustre si bien, c'est que faire des machines vous donne de l'autonomie, vous donne de l'indépendance. On le voit dans les semi-conducteurs, l'Europe ne fait plus beaucoup de semi-conducteurs, mais on fait les machines clés qui vont faire des puces au nanomètre. L'un des grands contresens d'ailleurs sur l'industrie allemande, oui évidemment l'automobile, mais en fait c'est la machine-outil. La vraie puissance, ça a été la machine-outil. Bien sûr, c'est ce qu'exportent majoritairement les Allemands. Sylvie ?
Même, Je confirme même complètement, climat, même parce qu'on tonalité, s'est battu pendant des années avec Bruno. Et la Quand- French Fab, à qui on peut rendre hommage Alors, d'ailleurs. la Tiens, j'aurais dû French ramener le coq La d'ailleurs. French Fab est arrivée juste après, en fait, à travers ouais. toute l'aventure qu'on a menée avec Bruno au sein de la Fédération de l'industrie mécanique et de l'Alliance pour l'industrie. Mais c'est vrai que je le rejoins complètement, la différence de discours est surtout présent au niveau de l'appréhension des politiques et du monde économique sur la nécessité impérative de pouvoir accompagner l'industrie et l'industrialisation des territoires pour arriver à retrouver un bassin d'emploi et une richesse de métiers qui vont entourer toute l'industrie, qui sera diverse et plurielle, quoi. Avec un focus, et Agnès Pannier-Runacher insiste beaucoup là-dessus, elle dit c'est les anciens territoires industriels qui doivent accueillir l'industrie. C'est-à-dire, ce conflit culturel dont je parlais un peu, il est beaucoup moins vif quand on va à l'est de la France, là d'où vous venez, la région de Saint-Étienne, dans les terreaux industriels qui ont pris effectivement énormément de coups en pleine face sur ces 50 dernières Pas être années. dedans, mais c'est clair que le monde politique et le monde, je dirais même de la communication, a vraiment pris ce sujet avec une véritable volonté de montrer ce qu'est l'industrie d'aujourd'hui. L'industrie, alors on parle de l'industrie du futur, mais c'est déjà l'industrie d'aujourd'hui dans laquelle on est et dans laquelle on se porte. Voilà, on leur montre ce que c'est que nos usines aujourd'hui. Très souvent, moi, quand j'ai des personnes qui, même des professeurs, qui viennent avec des classes pour visiter, ils disent « Waouh, mais on ne s'attendait pas à ça ». Et oui, vous attendiez à quoi? On n'a eu plus les potes de Charlie Chaplin, quoi. Germinal, ouais, voilà. Voilà. Romain, au-delà de ça, alors allons-y sur ce qui se passe en ce moment, impact de France Relance. Je ne sais pas si tu as toi-même sollicité le plan de relance pour la modernisation de l'industrie, si tu as des copains, parce que tous évidemment vous réseautez, et c'est évidemment pour ça que je vous ai invité, qui ont sollicité, et comment est-ce que ça peut se passer? Alors déjà, moi j'hérite des fruits de votre travail, puisque je suis, sans vouloir vous offenser, je suis la génération d'après. Et effectivement... Tu sais que c'est la vertu la plus périssable que tu puisses. Effectivement. Je voudrais pas te chagriner, hein, mais... Bon, il me reste quand même une petite trentaine d'années à bosser. Jeunesse en empirique. Mais n'empêche que je peux les remercier pour ce travail-là, parce qu'effectivement, on a une ambiance plutôt positive autour de l'industrie. Au niveau du plan de relance, pour ma part, on a finalisé des plans d'investissement avant la crise du Covid, donc à un moment, il faut rembourser aussi nos dettes. Et on a été très soutenu par la région Auvergne-Rhône-Alpes à ce moment-là. Par contre, France Relance a annoncé 35 milliards dédiés à l'industrie. Ouais, alors les chiffres vont un peu dans tous les sens, mais on y reviendra après. Voilà, donc après, qu'est-ce que ça veut dire, on verra. Mais en Isère, en tout cas, effectivement, on sent que ça pousse très très fort. On a des très gros qui poussent. On a ST, on a Schneider, on a Poma, Caterpillar. On a des très gros qui poussent, donc qui tirent tout un panel de sous-traitants avec eux. Et eux investissent massivement, soutenus par la région, par l'État, pardon, par le plan de relance. Donc on va bénéficier effectivement de beaucoup de choses. On a aussi des beaux projets autour de l'hydrogène. Romain, si on peut le dire un mot, c'est-à-dire tu te lances dans l'industrie alors que, a priori, tu n'es pas fils d'industriel, ce qui est quand même le parcours. Sylvie, vous êtes fils d'industriel, vous êtes fille d'industriel. Oui. Ben voilà, qui est quand même, alors pour les femmes, ça doit être 95% des parcours, mais qui est quand même le parcours le plus... Et donc ce choix industriel fait par un jeune homme de 30 ans, c'est intéressant. Bah, c'est la vraie vie. En fait, il fallait que je bosse quand j'avais 16 ans pour payer mes vacances. Et du coup, je suis allé dans les usines et j'ai découvert la transformation de la matière. C'est ça qui m'a séduit, c'est ça qui m'a donné envie. Et aujourd'hui, je trouve que c'est ce qu'on doit mettre en avant. On va parler de l'emploi tout à l'heure. Ouais. C'est ce qu'on doit mettre en avant. On fait des métiers qui sont incroyables. Donc, il y a un avenir incroyable. Tu as cité Schneider, et c'est intéressant parce qu'il y a 15 ans, alors... moi, je discutais, alors j'ai encore lui rendre hommage, avec Henri Lachmann, qui est le gars qui a construit en fait Schneider, qui avait une phrase d'ailleurs que j'ai déjà citée, qui me disait, alors c'était évidemment de la provocation, mais me demandez pas trop ce que fait Schneider Electric, j'ai jamais vraiment compris. My business is people, voilà. Mais les usines à Grenoble, ils les tenaient à bout de bras. C'est-à-dire qu'il fallait une espèce d'engagement citoyen de la part de Schneider pour maintenir des outils de production, même chose pour Seb d'ailleurs à Limoges, pour maintenir des outils de production à cette époque, parce que franchement, ils perdaient de l'argent à chaque instant, quoi, voilà. Donc, leur rendre hommage, quoi. Hein, oui, voilà, il y en a qui ont tenu. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, c'est vrai qu'on a de la chance que ces jours-là soient restés. On a perdu les papeteries en Isère, mais on a d'autres technologies qui sont arrivées.
Et il y a de la place. Aujourd'hui, l'hydrogène, justement, qui s'installe, et avec HRS qui a fait une énorme levée de fonds, entrée en bourse, qui se développe, qui construit des sites. Agnès Pannier-Runacher a inauguré un site sur les technologies de nouveaux écrans. Donc on a de la chance d'être un territoire d'industrie. Alors effectivement, donc France Relance, ça part un petit peu dans tous les sens. En gros, elle a envoyé un chiffre de 3,5 milliards d'euros, mais d'aide directe. C'est ça qui est très intéressant quand même, hein. Ça ne se rembourse pas, c'est vraiment de la subvention directe pour la modernisation des filières industrielles. Et puis donc il y a cette histoire de relocalisation. 550 relocalisations depuis un an. Est-ce que ça, c'est quelque chose... Juste, on va ouvrir une parenthèse, on va en parler de ces relocalisations. Michael, par exemple, est-ce que ça, c'est quelque chose sur lequel on peut compter? Ou est-ce qu'au contraire, c'est une mauvaise manière d'appréhender le sujet? Moi, je pense qu'il y en aura des relocalisations, on commence à en voir un petit peu. Après, par rapport à la question qui était évoquée tout à l'heure sur pourquoi est-ce que l'industrie redevient en fait, dans le débat public, je pense qu'il y a des raisons fondamentales. Même quand on regarde, par exemple, le digital, les GAFA, ou alors ce qui se passe en Chine maintenant avec les Batix, ils sont assis sur des terres qui étaient des terres industrielles, en fait. Moi, je suis vraiment persuadé que pour faire l'économie d'après, il faut avoir, comme vous disiez, en fait, l'économie du physique. C'est hyper important d'avoir cette partie de la transformation de la matière, de bien la comprendre pour créer les métiers du futur qui, eux, vont se rattacher. On sait bien que l'industrie, c'est beaucoup de services aussi rattachés à l'industrie. Donc, d'avoir une terre industrielle forte, ça permet derrière d'être fort en économie en général. Donc, d'avoir ce socle. Pour vous. C'est les racines. C'est les racines. Et puis c'est aussi ce qui fait, comme c'était évoqué, le pont entre les territoires et les métropoles. Et effectivement, moi qui me balade plutôt à Bar-le-Duc, à Vierzon, ou dans ces territoires-là qu'à Paris la semaine, parce que je suis dans les... Oui, je n'ai pas dit, tu es consultant, hein, et puis on parlera du fonds Start-up que tu as monté aussi, Start-up industriel. J'ai un pied en fait dans les métropoles parce que je contribue à créer des start-up pour l'industrie, et après j'ai un pied chez les industriels, donc plutôt dans les territoires en France. Et on voit bien que l'industrie, ça fait le pont entre les deux. Donc pour répondre à la question sur la relocalisation, c'est clair qu'aujourd'hui, beaucoup des clients qu'on accompagne sur la partie conseil et les clients industriels se posent plusieurs questions sur notamment leur implantation, leur footprint. Ça ne veut pas forcément dire relocaliser en France, mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que ça veut dire produire proche des marchés, où est-ce qu'on va vendre, pour des raisons écologiques, pour des raisons aussi tout simplement de coût. Donc il y a cette composante-là, mais pour des raisons politique aussi, que l'acceptation du public, que ce soit en France, mais c'est vrai aussi ailleurs, aux US, en Angleterre, en Italie, politiquement, c'est de moins en moins acceptable de se dire qu'on fait venir des produits de loin. Donc en fait, il y a cette attente-là de j'achète un produit qui va être produit plus proche de mon territoire. Ensuite, il ne faut pas rêver. Les chaînes de valeur, elles restent complexes. C'était dit tout à l'heure. Les terres rares, elles sont toujours en Chine, elles sont dans des endroits de la planète qu'on n'a pas en France. Donc il y aura toujours des transferts et des supply chains mondiales. Mais il y a quand même ce début de réflexion de comment est-ce que je me rapproche de mes marchés. Ou alors je me rapproche aussi parfois de cette matière première. Je prends un exemple. On accompagne aujourd'hui un groupe dans l'agroalimentaire qui fait du chocolat. Eux, ils se posent la question de déploiement de footprint, ils sont en croissance, mais ça repart très très fort. Ils regardent assez loin et ils se disent, c'est quoi la bonne stratégie? Est-ce que c'est de garder toute mon implantation en France et du coup d'envoyer mes produits partout? Est-ce que c'est de se dire, je suis proche de mes marchés un peu partout dans le monde, là où est-ce que je vais développer mon activité commerciale? Ou est-ce que c'est au contraire d'être proche de mes cacaotiers, où je peux faire peut-être une partie de la transformation pour avoir un aspect aussi social sur mes fournisseurs? Et découper cette chaîne de valeur pour avoir une partie là-bas, une partie ici. Donc cette réflexion, elle est vraiment un peu partout. Il y a beaucoup de gens qui se posent cette question-là et elle est en cours. Après, est-ce que ça ramènera des relocalisations? Je pense que l'activité industrielle est en train de reprendre et on le voit dans les chiffres, on est passé par un bas et on est en train de repartir, tant mieux. Par contre, en termes d'emploi, c'est là où il faut peut-être pas se tromper. On va y aller sur l'emploi. Mais d'abord, la question, Bruno, parce que le premier symbole qui nous ramène, c'est le paracétamol. Alors bon, on n'est pas chimiste, hein, mais enfin, globalement, c'est sans doute pas l'industrie du futur, quoi, le paracétamol. Et je me dis que cette histoire de relocalisation, c'est typiquement une mauvaise manière de poser le problème. Comment est-ce que vous... La meilleure méthode pour réindustrialiser, ce serait de s'appuyer sur des développements de nouveaux produits issus de la recherche. Et d'ailleurs, cette start-up industrielle qui a été créée du côté de Grenoble, elle est issue du CEA. Donc c'est la meilleure méthode. C'est profiter des innovations, être là au bon endroit, au bon moment, et se coupler à la recherche, qui est un des problèmes en France où ce couplage est très faible. À part le CEA, vous avez très peu de connexion entre le système de recherche et l'industrie, et donc de créer des nouvelles usines qui répondent à des nouveaux produits, à des nouveaux usages.
Les relocalisations, a priori, il n'y en aura pas énormément en France. C'est essentiellement l'Europe de l'Est qui va voir sans doute des usines qui se rapprochent pour des raisons de dépendance et de risque qu'on a très bien vu avec le Covid ou avec ce blocage du porte-container dans le canal de Suez. On s'est rendu compte qu'un effet papillon, juste un porte-container bloqué pouvait arrêter ensuite des centaines d'usines. Donc il y aura sans doute des supply chains qui vont se concentrer, une régionalisation des chaînes de valeur. Mais la France n'est pas compétitive dans beaucoup de produits low cost, entre guillemets. Donc il ne faut pas s'attendre à une vague de relocalisation. Sylvie, vous êtes d'accord ? Alors, entièrement d'accord sur le fait que localisation, en fait, ça va être une location de nouveaux produits, de nouvelles chaînes de production, de nouvelles constructions. Et la deuxième chose, c'est que je pense qu'il y a aussi, au-delà de l'approche de l'industrie, une deuxième chose qui a énormément changé, c'est l'appréhension de la part de l'ensemble des acteurs sur le côté prégnant de l'environnement, de manière beaucoup plus forte, tant vis-à-vis des consommateurs que vis-à-vis des industriels, et le rôle que chacun a joué et les efforts, quelque part, que chacun a aussi envie de mettre sur la table pour arriver à relever ce challenge. Et quand on parle localisation, c'est de se dire finalement quelle est mon empreinte carbone, et je rejoins totalement ce qui a été dit tout à l'heure, sur l'activité qu'on peut avoir, comment est-ce qu'on peut créer à la fois de la valeur ajoutée sans venir détruire notre planète parce qu'on n'en a qu'une. C'est déjà un des piliers qu'on avait dans l'industrie du futur, le côté environnemental et sociétal, qui était déjà très fort, et je suis vraiment ravie que ce pilier-là revienne à fond. Ouais, mais alors Sylvie, tu vois, Michael dit les terres rares, les mines, etc. Bon, les terres rares ne sont pas rares, il suffit d'aller les chercher. Et là, on trouve une limite. C'est-à-dire que parler de rouvrir des mines, je crois, tiens, rendons-lui hommage, c'est pas si souvent, je crois qu'Arnaud Montebourg est le seul, à un moment... Je ne sais pas s'il a conservé cette idée. Mais on va voir. Ça devait être 2016, hein, c'est ça. Disruptive, oui. Elle est un peu disruptive. Oui. Ça veut dire quand même, Sylvie, cette logique, c'est, nous, on va faire ce qui est propre, mais il y a quand même des trucs sales, et ça, on va le laisser aux autres. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas, on va garder, parce qu'on parlait du paracétamol tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'il y a plein de choses qu'on a arrêtées en chimie ? Faut pas se leurrer. C'est parce que nos normes environnementales faisaient qu'on n'arrivait plus à les produire ici de manière économique ou juste acceptable pour les populations environnantes. Donc on est allé effectivement faire ailleurs parce que c'était trop polluant pour la vision qu'on en avait. Donc ça, c'est clair, et c'est pour ça qu'à mon avis, paracétamol et ce genre de trucs, c'est un faux débat. C'est pas comme ça qu'on va pouvoir le faire. C'est de se dire, l'enjeu qu'on a à mener, et là j'engage toutes les nouvelles générations qui arrivent à vraiment être force de proposition sur ces sujets, c'est comment est-ce qu'on peut faire en étant moins polluant, en utilisant des technologies différentes de celles qu'on a utilisées jusqu'à présent. Mais ça, tout ce qu'on vient de se dire sur les pouvoirs publics et l'opinion publique, elle ne veut pas en entendre parler, Sylvie. Il y a eu un symbole qui m'a passionné, c'est en Guyane. C'est ce qui se passe autour de l'or en Guyane. Il y a énormément d'or en Guyane. Il y avait un projet de mine géante, alors on n'a pas soulevé tous les trucs, mais globalement qui allait au bout de tout ce qu'on pouvait exiger en termes de normes pour extraire de l'or. Eh ben non. On va faire un conservatoire pour la forêt. Donc c'est là, tu vois, où l'ensemble de ce qu'on peut se dire sur le retour d'une volonté industrielle, j'ai l'impression qu'il y a un moment où ça bloque, où en fait on n'est pas très sincère, où on ne va pas au bout de ce que ça implique comme démarche. Alors en tout cas, moi, dans ce que je vis au niveau des territoires... Alors, c'est vrai que nous, on est sur des emballages souples, donc on a un certain nombre de composants d'emballage qui sont plastiques. Ben oui, donc on s'est pris de par plein exemple. fouet des postures très idéologiques, se dire le plastique boue. Sauf que typiquement aujourd'hui, les personnes vont se dire je vais à l'hôpital, j'ai besoin d'une poche de perfusion. Il ne leur viendrait pas l'idée de se dire que la poche de perfusion, ils ne sont pas sûrs qu'elle est stérile et que le produit qu'on va leur injecter, ils ne sont pas sûrs de la nature de ce qu'on va leur envoyer dedans. Donc après, la question, c'est de se dire si on a, première question, est-ce qu'on a besoin de l'emballage ? Ça, c'est incontestable. Et hier, on ne se posait pas la question. Aujourd'hui, on commence à se poser la question. Et là où je rejoins, c'est qu'on n'est pas encore très clair en disant oui, peut-être que je n'ai pas besoin de l'emballage, c'est que du marketing. Aujourd'hui, ce n'est pas encore tout à fait tranché, ça. Mais imaginons, on a besoin de l'emballage. Après, c'est se dire comment est-ce qu'on fait pour avoir un emballage qui est l'empreinte écologique la plus faible possible. Et c'est pour ça que moi, je suis particulièrement sereine par rapport à l'activité qu'on a, parce que sur le souple, on utilise tellement peu de matériaux d'emballage qu'en fait, c'est nous qui avons l'empreinte écologique la plus faible. Mais parce qu'on a besoin d'emballer à la base. Si on n'a pas besoin d'emballer, effectivement, on n'a pas besoin de mettre l'emballage. Mais c'est une logique qui va se mettre en place, de se dire, il y a peut-être des choses qu'on va faire différemment, et parce qu'on le fait différemment, ça sera moins polluant. Mais je pense qu'il faut changer, et on est en train de le faire, mais on est en train de commencer à le faire.
C'est-à-dire qu'on le retrouve beaucoup dans les paroles en se disant oui, on va enlever l'emballage. Mais en même temps, oui, mais enfin quand même, c'est pratique, c'est joli. Là, c'est en carton, c'est pour offrir. Il faut vendre à un moment. Moi, je veux bien qu'on dise c'est du marketing, mais heureusement qu'il est là, le marketing. Enfin, oui, moins pour ton activité, mais il faut trouver le jambon, à un moment, il faut le vendre quand même. Voilà, mais il faut trouver un équilibre quand même qui tienne la route, se dire, ben voilà, on a peut-être besoin de réfléchir les choses différemment. Et je suis certaine que ce soit le monde de l'emploi dont on parlait tout à l'heure, mais le monde industriel. Mais donc tu refuses cette idée ok, on va réindustrialiser, mais on va réindustrialiser soft, on va réindustrialiser propre, et puis tout le reste on le laisse différemment, mais c'est certain, Bruno on n'ira pas emmener une grande hypocrisie. des trucs très polluants, c'est sûr, on n'ira jamais rouvrir des centrales charbon. Et non, mais non, je parle pas de centrales charbon, je te parle des mines. Non, mais on importera des produits qui sont faits dans des pays où il y a moins de contraintes environnementales. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. On importe du CO2. On n'en produit presque plus, c'est sûr, mais on en apporte de plus en plus. Il y a une forme d'hypocrisie quand même. Il y a une forme d'hypocrisie, c'est certain. Parce que sinon, il faut le payer. Il faut l'accepter. Allez-y, Bruno. Sur la partie réindustrialisation et en même temps taxe carbone aux frontières prochainement. Ouais. Donc tous les produits qu'on se gosse d'envoyer à l'export, demain on va importer des produits parce qu'on en a besoin, parce qu'ils viennent de l'extérieur, qui seront taxés à la frontière, qu'on va transformer et qu'on va ressortir. Les grands comptes qui font ça, ils vont pas se poser trop longtemps la question. Ils vont vite aller là où il n'y a pas de taxe carbone aux frontières et sortir de cette réindustrialisation qui est plutôt positive actuellement, mais qui, sur le long terme, risque d'avoir des conséquences. Donc tout le monde, c'est très bien sur le court terme, il y a des belles choses qui se font, des beaux discours et des actions, mine de rien, mais sur le long terme, c'est ça le problème, c'est que personne n'a de vision. Alors nous, à nos échelles de PME, on peut changer ce qu'on peut à cette échelle-là, mais sur les grands comptes qui ont des marchés mondiaux, les choix ils vont être vite faits, hein. Où est-ce que j'ai pas de taxe carbone, où est-ce que j'ai moins de contraintes environnementales, où est-ce que je me pose pour être le moins cher possible. Typiquement, tout l'hydrogène dont on est en train de travailler actuellement, toute la filière d'hydrogène qui est en train de se mettre en place, c'est typiquement le type de relocalisation. C'est même pas une relocalisation, c'est une localisation. Voilà, mais c'est ça qui est intéressant. De nouvelles industries. Et ça, c'est excellent. Tout à fait. Voilà. Je pense qu'il y a deux éclairages complémentaires. En fait, le premier, c'est effectivement, il y a aussi une nouvelle vague d'industrie pour des choses qui n'existent pas. Par exemple, tout ce qui se fait autour des protéines de mouches, etc. Il y a 4-5 startups qui sont en train de... Protéines de mouches et d'insectes en général. D'insectes en général, en fait. Donc, il y a toute une vague, et ça, c'est en local. D'ailleurs, on est assez fort, les Français, là-dessus. Il y a 4 boîtes qui ont fait des grosses levées là-dessus, donc qui sont un peu des boîtes, d'ailleurs, à la frontière entre l'industrie et le digital. C'est assez intéressant. Donc, il y a des nouveaux secteurs qui arrivent, qui n'existaient pas en fait, donc ça c'est carrément, ils sont créés en local et ils créent une nouvelle forme d'économie, et d'ailleurs les jeunes adorent ces boîtes-là. C'est pour l'alimentation animale, en grande priorité. Oui, voilà. Donc on peut se dire que c'est balbutiant, mais en tout cas c'est des formes de boîtes qui n'existaient pas. Et deuxièmement, sur la circularité, c'est hyper intéressant parce que autant il y avait beaucoup de greenwashing pendant 5, 10 ans, enfin là depuis le Covid, moi je vois vraiment un gros changement chez les clients. D'abord, je prends 2 exemples pour illustrer ça. Premier exemple, une grosse boîte médicale en Suisse, c'est une boîte mondiale, je n'aurai pas le nom, mais eux ils font des prothèses et tout, donc des produits très techniques qui vont être carrément implantés dans le corps humain, donc forcément plein de contraintes qu'on peut imaginer, très très contraignants. Ils sont quand même en train de commencer à réfléchir à avoir un modèle de circularité pour ces produits-là, pour se dire, aujourd'hui c'est pas accepté par le grand public, donc il faut aussi que le grand public change. Mais tu veux dire récupérer le pacemaker et... Potentiellement, parce qu'en fait c'est fait avec des terres rares, des métaux très très rares, avec du titane, des choses qui coûtent très très cher, de se dire, est-ce qu'on ne devrait pas faire des boucles logistiques inverses, commencer à faire des tests en mode start-up justement, sur des choses comme ça. Alors ça peut être, justement c'est choquant, mais c'est intéressant. Non, j'ai pas dit c'est choquant, j'ai dit c'est chaud. J'ai dit, il y a peut-être 2-3 endroits où les récupérer avant d'aller... Non mais il y a peut-être d'autres endroits où récupérer si tu veux, mais en fait c'est vraiment, c'est pour faire comprendre que j'ai poussé l'exemple parce que justement c'est choquant parce que c'est ça. L'autre exemple, c'est je reviens sur l'agroalimentaire. Jusqu'à hier, j'étais avec le COMEX d'une boîte agroalimentaire. Ils étaient en train de s'écharper entre eux. C'est pour montrer que le sujet devient très très chaud parce que justement redesign de footprint sur l'ensemble du monde et donc il faut choisir les critères principaux. Donc forcément il y a les bidas, il y a du capex, etc. Et il y avait l'empreinte carbone et ils n'étaient pas d'accord là-dessus. Et il y avait 2 parties de COMEX. Il y avait le COMEX des gens qui avaient un avis sur l'empreinte carbone qui devait être en numéro 1 au même niveau que les bidas, puis il y avait ceux qui ne voulaient pas. Et donc en fait, avec un prix du carbone fictif que se donne l'entreprise à 50, 100 euros la tonne. Il y a ce prix-là du carbone aux frontières, mais on peut aussi estimer, juste en regardant le coût, on peut faire des modèles en fait, en disant c'est quoi le coût du transport inclus qu'on va avoir, c'est quoi le coût de produire à tel endroit par rapport à tel autre, par rapport à notre marché, donc on peut quand même le modéliser. Et c'était quand même super intéressant, tout ça pour dire que même dans les grands groupes, ces discussions-là, elles commencent à arriver, et c'était des discussions qui étaient sincères, quoi. On sentait qu'ils étaient tous sur leur position, et c'était pas juste pour avoir une image vis-à-vis du marché, quoi. Bruno, alors là,
taxe carbone aux frontières dont parle Romain, pour l'instant, il n'y en a pas. Hein. Et puis, c'est un projet, je crois, dans le plan climat. C'est la priorité de la présidence française. Non, mais c'est très intéressant, parce que, pour le coup, ta remarque m'intéresse énormément, Romain, parce que j'avais l'impression, moi, que les industriels, globalement, étaient tous favorables à une taxe carbone aux frontières, parce que c'était de la concurrence importée en moins. Bon. Ceux qui aujourd'hui bloquent, c'est clairement les Allemands, parce qu'ils sont exactement dans la logique de Romain. C'est les exportateurs, et voilà, c'est les exportateurs. Il n'y en a pas beaucoup en France, mais c'est les exportateurs. Voilà. Il y en a plus en Allemagne. Mais donc on n'y est pas du tout. Hein. On n'y est pas du tout. Non, c'est pas fait. Il y aura des mesures de rétorsion, sans doute, s'il y a une taxe carbone. Le calcul est hyper compliqué, parce que quelle est la part carbone d'un produit, tout ça est en cascade. Donc c'est loin d'être fait. Mais il y a un biais de concurrence qui, de toute façon, va empêcher de relocaliser en Europe certaines industries. Hein. La chimie a fortement souffert. On a certaines industries qui... Les batteries, regardez les batteries, on a beaucoup de mal à revenir dans la course, notamment pour des raisons environnementales, de recyclage, de traitement des métaux, etc. Oui, et donc une batterie produite en Chine avec du charbon dans notre voiture électrique, dans les Échos, elle change la donne, quoi. Voilà. Qui était assez incroyable, parce qu'il disait en Chine, les usines qui traitent le nickel, elles rejettent tout en mer. Et c'était dit de manière un peu banale dans l'article. J'avais trouvé ça assez fabuleux. En France, c'est pas possible. C'est pas possible. On marque une pause et ensuite on ira donc sur l'emploi, la modernisation. Est-ce qu'on est en train de vivre une nouvelle révolution industrielle? C'est Bismart. Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée. On repart donc une heure sur l'industrie. Alors, il y a un autre sujet quand même que je voulais vous soumettre, parce qu'on n'est pas là pour faire de l'incantation, justement. C'est ce lien. Louis Gallois l'avait écrit très clairement dans ce fameux rapport Gallois, qui doit dater de novembre 2012. Voilà, certains... Romain n'était pas né. En tout cas, industriellement, clairement 2012, pas. La mémoire est bonne. Oui, parce que c'est historique, c'est un des tournants. Absolument. Sauf qu'il écrivait très clairement que non, la renaissance industrielle ne serait pas créatrice d'emplois et ne devrait pas être créatrice d'emplois. Est-ce que ça aussi, c'est pas, comment dire, un des éléments qu'on essaye de cacher, ou en tout cas qu'on ne met pas dans le débat public, pour surtout pas venir ternir l'euphorie industrielle? Bruno? Oui, peut-être. À la limite, il y a de la destruction créatrice, c'est certain. Est-ce que la création est plus faible que la destruction? Le vrai sujet, c'est de voir que la destruction a lieu en Europe et la création en Asie. Donc je pense que si on peut recréer ce qui est détruit localement, même s'il y en a un peu moins, on limite les dégâts. Si par contre, l'industrie automobile est à l'aube aujourd'hui d'un électrochoc, un tsunami. Un tsunami, l'industrie automobile, c'est 20% de l'industrie. C'est ce qui permet... Les écoles d'ingénieurs, elles forment des ingénieurs pour l'automobile basés sur les technologies du moteur thermique. C'est une base. C'est le socle de l'industrie. Et tout ça est en train de changer, de muter de manière accélérée. Et le savoir-faire, aujourd'hui, il est en Asie. Les usines européennes de batteries sont des usines tournevis, en grande partie. Mais c'est pour ça que je lis, alors Michael, je parle sous ton contrôle, donc Porsche va, pour la première fois de son histoire, aller fabriquer ailleurs qu'en Allemagne, et ils vont en Chine. Ouais. Ce que j'ai compris, c'est que c'est des véhicules qui vont revenir, c'est pas pour le marché chinois. Ouais. Tavares fait les mêmes arbitrages, alors Saint-Tavares quand même, hein, fait les mêmes arbitrages en ce qui concerne Stellantis. C'est pour ça, c'est parce qu'il y a une perte de savoir-faire en fait sur le territoire européen. Ils vont chercher de meilleurs ingénieurs. De meilleurs ingénieurs non, parce que je pense que là personne ne me contredira autour de la table. Les ingénieurs français, en tout cas, ils sont plutôt dans le monde, on se les arrache. Donc c'est plutôt les ingénieurs qui partent qu'un problème d'avoir des bons ingénieurs. D'ailleurs, c'est pareil en Allemagne, il y a des très bons ingénieurs. Donc c'est pas tellement ça le problème, c'est que là pour le coup, ce virage-là, on l'a pris un peu tard. Le virage de l'électrique, donc il y a les Porsche, etc., Volkswagen qui s'y met un peu, mais là les marques européennes sont seulement en train de rattraper, et donc il y a effectivement cette mutation, j'ai commencé chez PSA, donc j'étais dedans, je suis un produit de ça au départ, mutation du thermique vers l'électrique, où on a pris du retard sur on connaît Tesla, mais surtout les Chinois. Vous allez en Chine, le marché électrique, il est comme ça, il y a déjà 10% des voitures qui sont électriques, et puis ça fait comme ça. Donc les Chinois ont pris énormément d'avance là-dessus, parce qu'ils savaient qu'ils ne gagneraient jamais la bataille de la voiture thermique. Donc forcément, ils ont pris de l'avance. Maintenant, il ne faut pas non plus...
désespérer et être défaitiste. Il y a des boîtes qui sont en train de se monter en Europe, notamment une boîte en Suède qui s'appelle Northvolt, qui a été faite justement par des anciens de Tesla. Et eux, ils proposent de faire des batteries et aussi de les recycler. Donc c'est intéressant. Et moi, je pense que l'Europe, la C'est eux carte qui ont fait, on voit des images de cette gigafactory incroyable là C'est ça. dans le. Et je pense que l'Europe, dans la sa forêt carte à jouer, suédoise. c'est justement la carte à jouer de l'Europe, c'est de dire nous on va en faire, mais on va prendre ça de bout en bout. On va pas rejeter ça dans la mer et on va réfléchir de bout en bout pour peut-être utiliser d'autres. On est très fort en recherche, en R&D. Je suis persuadé qu'on finira par trouver des façons de faire qui sont moins polluantes, mais aussi de recycler la batterie. Et puis du coup d'avoir vraiment cette vision de circuit qu'on appelle circulaire de bout en bout des chaînes de valeur, quoi. Je me permets parce que quand même, il y a un gars qui en 2008 avait compris que l'avenir de la voiture serait électrique. Voilà, on n'a plus le droit de prononcer son nom maintenant. Ça commence par un B. Non, c'est sûr. Voilà, il s'appelait Carlos Ghosn. Enfin bref. Et à J'en l'époque, connais un autre. tu te souviens? Ah, toi, t'en connais un autre? Bah oui, moi j'ai vu la seule factory, c'est peut-être pas une giga, mais c'est une méga factory qui fonctionne, qui livre des batteries à Daimler-Benz aujourd'hui en France. Elle est en Bretagne, c'est une usine Bolloré. Ah oui, mais il y a Et une technologie particulière. Oui, mais c'est une technologie qui a des faiblesses, mais qui a aussi certaines forces, qui est très adaptée aux véhicules industriels, Ouais. et notamment aux bus. Exactement. Et qui fonctionne, et pour des raisons, je pense, politiques, on en parle très peu. Et il y avait un modèle même économique, avec la voiture en partage au sein des métropoles qui était vraiment en avance. Donc il y a eu, c'est peut-être pas Elon Musk, mais il y a eu un projet français vraiment notable et Mais vraiment Ghosn, innovant. on va pas là, mais Ghosn, il a massivement investi à tel point qu'on disait au Technocentre, c'était l'époque où tout le monde devenait fou avec cette histoire, il est en train de faire porter son projet de voiture électrique par Renault pour tuer Renault, parce qu'il n'aime pas Renault et qu'il veut la victoire de Nissan. Il y a deux innovateurs et aujourd'hui on voit dans quelle situation ils sont. Donc on se rend compte de la difficulté. L'emploi, Romain, qui est au cœur de l'ensemble de ta démarche industrielle. Est-ce que, et on va décrire l'industrie 4.0, ce que ça veut dire aujourd'hui, etc., comme le disait Sylvie, arrêtons de parler d'industrie du futur, c'est l'industrie d'aujourd'hui. Cette industrie 4.0, elle détruit de l'emploi forcément. Je partage pas forcément ce point de vue. On parle de pénurie de compétences et c'est pour ça qu'on a l'impression qu'on n'arrive pas à créer de l'emploi. Mais il y a une pénurie de compétences pas que dans l'industrie. On est dans le service, dans le bâtiment. On dégrade énormément les métiers industriels depuis la tendre enfance, en tout cas les métiers manuels. On nous explique que si tu vas pas réussir à l'école, tu vas finir sur un chantier ou dans une usine. Donc forcément, c'est difficile de donner envie aux gens. Donc mon point de vue, c'est qu'au contraire, on doit travailler avec les écoles le plus tôt possible pour donner envie. Il faut que les salariés viennent montrer ce que c'est que l'industrie 4.0. Parce que, en tout cas chez nous, à chaque fois qu'on a investi sur des machines modernes, on a recruté 2-3 personnes et on a multiplié le chiffre d'affaires ensuite. Donc je reste persuadé, en tout cas à ma petite échelle, que l'industrie 4.0 va créer de l'emploi qui sera un peu différent. Peut-être un petit peu moins difficile aussi, mais il faudra toujours transformer, toucher la matière. Dans les métiers que je connais, attention. Ah mais t'es là pour ça, mais bien sûr. Mais ouais, vas-y, Mickaël, parce que je l'ai cité 14 fois, mais cette phrase que m'avait dite un industriel, c'était il y a une dizaine d'années. En fait, dans les usines, il y aura un homme et un chien. Non, le chien pour s'assurer que l'homme touche à rien, et l'homme pour donner à manger au chien. Déjà, on est obligé d'avoir 3 personnes minimum quand il y a des secteurs, alors déjà, il y a des secteurs très automatisés, il reste des secteurs très manuels. Moi, je bosse beaucoup dans le luxe aussi, et c'est formidable de voir encore les coups de main qu'il peut y avoir dans ces métiers-là, et c'est des super beaux métiers. Et on a une filière qui est incroyable en France. Mais par ailleurs, ce que je pense, c'est qu'on voit trop l'industrie comme l'usine, en fait. L'usine, alors c'est effectivement un icône et c'est hyper important, mais autour de l'usine, il y a tout un tas de choses. Je prends un exemple. Je disais tout à l'heure que une de mes activités, c'est OSS Venture, on crée des startups de rien pour l'industrie, que pour l'industrie. Les gens qui viennent faire les startups avec nous, c'est des gens qui habitent à Paris, qui ont fait déjà d'autres startups, en général en B2C, pour vendre des pizzas ou des choses comme ça. Je caricature un peu. Et à un moment, ils se disent, tiens, je vais faire à un moment donné, ils se disent, tiens, il y a un secteur qui fait 20% du PIB mondial, et qui ne génère que 2% des investissements de ce qu'on appelle les venture capitalistes dans les startups. C'est peut-être intéressant. Ça, c'est l'industrie, ça ? Ça, c'est l'industrie. Et en fait, cette activité de startup dans l'industrie, elle va très très vite. Donc, je donne juste un exemple. On a créé ça il y a 3 ans. On a créé 140 emplois industriels. Dans ces startups, on a créé 10 startups. Il y a 140 emplois qui ont été créés à notre petite échelle, en fait. On est tout petit. Et donc, on a créé des emplois qui n'ont rien à voir, a priori, avec l'usine. Ces gars-là, ils vendent des solutions pour les usines.
Mais donc, toute cette activité de logiciel, de solutions pour l'industrie, c'est une activité sur laquelle nous, en France, on a une vraie carte à jouer. Pourquoi ? Parce qu'on est très fort pour faire des jeux vidéo, on est très fort sur le code, l'architecture, les données, etc. C'est vraiment des choses où on a des bonnes compétences. Et pour créer des modèles d'affaires un peu différents, mais de les mettre au service de l'industrie. Donc, il y a l'usine elle-même. Et développer les usines, ça continuera, comme je le disais tout à l'heure, c'est important de garder ce socle. Mais autour de l'usine et à l'interface des usines, il y a tout un tas de choses à inventer. Si on veut faire les modèles circulaires du futur, comment est-ce qu'on va faire des boucles de logistique inverse ? Il va bien falloir à un moment donné qu'on ait les données pour savoir où est telle matière, comment je fais pour assembler une matière qui est recyclée, qui vient de telle autre filière, me les sourcer dans mon usine. Ça va être que des solutions qui doivent être inventées, qui n'existent pas, des plateformes. Donc c'est vraiment une nouvelle industrie qui est naissante en fait. Et je vous rejoins sur les startups. Nous, on fait le choix d'accompagner 1 à 2 startups industrielles par an. En 5 ans depuis. Qui font quoi, par exemple, Romain ? Ils font de l'énergie un petit peu, du chauffage individuel, des barbecues. Alors, il y a des startups qui vendent des barbecues en direct et qui. Non mais ok. Le mot startup sur n'importe quelle entreprise naissante. Non, parce que justement, c'est tout le process après marketing. Mais autour de l'énergie, en tout cas, là, on démarre quelque chose, mais sur d'autres choses, ces startups qui décollent vont créer de l'emploi indirect. C'est-à-dire que là, vous parlez des 140 postes que vous avez créés, mais indirectement, il y a les usines qui vont produire les produits derrière. Et il y aura des sous-traitants. Et puis, il y aura des services qui vont lier. Nous, il faut qu'on nettoie nos bureaux, il faut qu'on nettoie les ateliers. On a des services comme ça qui naissent. Et ces startups industrielles sont industrielles, Romain. Un assureur, il va avoir les mêmes besoins que vous. Effectivement, l'ensemble du tertiaire, le call center va avoir les mêmes besoins que vous. Aujourd'hui, on dit qu'il n'y a pas l'emploi industriel, mais il y a 40 ans, c'était des emplois qui étaient dans les usines et qui étaient considérés comme emploi industriel. Parce que la femme de ménage, ou l'homme de ménage, mais c'était plutôt des femmes, elle était salariée de l'usine. Aujourd'hui, c'est des entreprises de services. Mais c'est des emplois industriels secondaires, en tout cas. S'il y a peut-être un point sur l'évolution des compétences dont on a besoin, une vraie difficulté aujourd'hui, je le conçois tout à fait, pour arriver à se projeter, je vais faire juste 2 petits exemples. Le premier, l'invention de l'imprimerie. L'invention de l'imprimerie. Imaginez à l'époque se dire, quand on vient créer ça, le nombre de moines, se dit de moines copistes qu'on met au chômage. Deuxième invention, pour laquelle on est beaucoup plus proche, mais qui nous touche beaucoup parce que c'est l'histoire de l'entreprise. Donc Timonier, nous on a à peu près 180 ans d'histoire et qui a commencé avec Barthélemy Timonier, qui est l'inventeur de la machine à coudre. Et quand il a inventé la machine à coudre, et là on a des traces dans les journaux de l'époque, en 1830, de lecteurs qui expliquaient que cette invention allait remettre les femmes sur le trottoir pour qu'elles puissent subvenir aux besoins de la famille. C'était une vision la même que celle qu'on voit aujourd'hui avec les robots ou avec l'automatisation de l'industrie. C'est de se dire, vous inventez quelque chose qui va tellement détruire d'emplois qu'en fait, toutes les femmes vont devoir retourner sur le trottoir. Force est de constater que ça ne s'est pas passé. Que ça ne s'est pas passé comme cela, mais surtout que l'industrie a pris une ampleur et une envolée et une variété de métiers que l'on va connaître nous aussi aujourd'hui, qu'on commence déjà à connaître. Souvent, on se dit que d'ici à une horizon de 6-10 ans, on aura la moitié des métiers qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui et sur lesquels il va falloir créer les compétences. Mais c'est vrai, enfin aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez été jeter un petit coup d'œil là sur les nouvelles formations qui sont en train de se mettre en place. On ne comprend même pas les titres. Et on se dit, mais il fait quoi lui comme job ? Et en fait, il y a des métiers complets qui se mettent en place pour accompagner des filières, des manières de travailler, des manières de piloter. Et là où peut-être je mettrai une petite nuance sur le rapport de Louis Gallois, c'est que ça ne créera peut-être pas d'emplois sur les technologies de l'industrie existantes à cette époque-là. Je pense qu'il va y avoir énormément de naissances, de technologies et d'industries au pluriel, parce qu'on ne sera plus aussi étanche qu'on ne l'était par le passé. C'est souvent des discussions qu'on avait, on a le monde de la mécanique, de l'automatisme, de l'électronique. Nos machines, c'est déjà de la mécatronique, mais ça fait 20 ans que c'est déjà de la mécatronique. Voilà. Donc, on ne peut plus segmenter comme on le faisait par le passé. Et quand on va parler de l'industrie, en fait, ce sont des industries qui sont complètement interconnectées. Est-ce qu'on va se dire que l'industrie, c'est l'électronique, ou l'industrie, c'est plutôt de la mécanique, ou l'industrie, ça va être des solutions logicielles ou numériques, ou ça va être sur de la partie physique ? Quand généralement, moi, j'essaye d'expliquer
expliquer un peu aux jeunes générations et de les mobiliser. Je leur dis, mais on a besoin de vous parce qu'on a tout à inventer, mais ce qu'il y a surtout, c'est que l'industrie, c'est ce qui donne des solutions qui, à l'arrivée, seront des solutions physiques. On a besoin de manger, on a besoin de se soigner, on a besoin de se déplacer, on a besoin de répondre à des enjeux climatiques, des enjeux... Sylvie, tout ça est formidable, mais tu te retrouves avec des interlocuteurs politiques qui font un ratio, alors je ne vais pas dire subvention, mais par exemple, baisse des impôts de production. À un moment, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, ils vont venir vous demander C'est certain. combien d'emplois en face des 10 milliards. Enfin, j'ai peur qu'ils ne demandent pas et que Moi, à la rigueur, ça ne me ce choquerait pas soit qu'ils demandent. décidé sans même qu'on nous le demande d'ailleurs. Comme ça a été le cas pour la réforme de la taxe professionnelle. Pour le CICE. Et vous pour le CICE. Tout à fait. C'est cette logique-là, tu comprends? C'est pas possible. Mais si encore ils nous demandent, c'est une chose. Mais là, aujourd'hui, jusqu'à présent, ils ne nous demandaient même pas. Et quand on a mis en place le CICE ou autre, il fallait quand même voir que même avec le CICE, on n'a pas récupéré l'augmentation de charges qui avait eu lieu les années précédentes. Donc souvent, on le présente en disant ça a été un cadeau aux entreprises. Non, ça n'a pas été un cadeau aux entreprises. On a essayé de rectifier un peu le tir des augmentations qui nous avaient fait complètement déraper avec tous les pays limitrophes, en particulier l'Allemagne. C'était qu'un rattrapage pour essayer de limiter un peu les dégâts. Ça veut donc dire que ce critère de l'emploi est peut-être pas le bon critère, Bruno? Non, c'est pas le Non, bon critère. l'État, D'ailleurs, ça on l'a l'est bien pas. vu avec la crise Il faut du Covid. regarder Il y a la souveraineté, par exemple. C'est un critère majeur d'avoir des capacités à fabriquer des produits à haute technologie. Mais tu la mets européenne ou française, ta souveraineté? Parce que ça aussi, ce mot-là aussi, il est compliqué quand La même. fiscalité, elle est française, donc la souveraineté, il faut la regarder à l'échelle de la France. Et donc, je crois que c'est un débat qui a quand même avancé. Il n'y a pas que l'emploi, parce que le calcul, à chaque fois, il se finit, mais chaque emploi coûte 200 000 euros, donc il serait mieux Mais de donner exactement, 200 000 euros à chaque exactement. personne. Mais ça, c'est un raisonnement qui ne tient pas la route. On a besoin, on est dans une société hyper industrielle. Il y a un très bon bouquin de Pierre Vels qui l'a illustré. On a besoin d'usines, on a besoin d'innovation, on a besoin de haute technologie. C'est un enjeu de souveraineté, c'est un enjeu pour rester la 5e puissance mondiale. Il faut cette base industrielle. Donc, Il y a un problème de compétences? ressources. Crise de compétences? Il y a clairement un problème de compétences. Je pense qu'on recule. J'étais avec dernièrement un ingénieur qui est en charge de la maintenance du barrage de Bolène, sur le Rhône, qui a été construit dans les années 50 avec le plan Marshall notamment, en détournant le Rhône. Et il me disait, aujourd'hui, on n'arrive plus à maintenir les équipements. On serait incapable de reconstruire ce barrage. C'est le même problème pour la filière nucléaire. C'est-à-dire qu'il y avait une dynamique industrielle très forte qui faisait qu'on allouait les meilleurs ingénieurs, les meilleurs techniciens allaient vers l'industrie, allaient vers ces métiers, une passion, il y avait une mystique de l'industrie qui a été perdue aujourd'hui. Et donc, il y a un recul des savoir-faire. Aujourd'hui, je vais être un peu poujadiste là, mais on a du mal à trouver un tourneur-fraiseur. C'est presque plus facile de trouver un développeur pour faire du soft. Et donc, il y a un vrai sujet d'orientation et de réhabiliter ces métiers. Et regardez au ministère de l'Industrie, regardez à Matignon, regardez à Bercy, vous n'avez plus beaucoup d'ingénieurs. Vous n'avez plus beaucoup d'ingénieurs. Aujourd'hui, le pouvoir a été pris par la technocratie. Donc les ingénieurs, aujourd'hui, ils ont disparu du système de décision. Il est impressionnant votre histoire de barrage là. Effectivement, ça fait penser aux Le soudures barrage de Bolène, qui est un monument historique. D'ailleurs, c'est fabuleux. On ne serait plus capable de le construire. On ne serait pas capable de le construire, en tout cas aussi vite, aussi bien. Et ça, c'est typique du recul que l'on connaît. Sylvie, la question de la féminisation, vraie question. Donc les chiffres là, je vais te les prendre sur le ministère de l'Industrie, 30% des salariés, 15% des cadres. Pourquoi est-ce que... Enfin, d'abord, il va falloir que les jeunes filles se mettent à aimer l'industrie. Mais j'ai l'impression que c'est un truc, ça fait partie de ces trucs dont on parle depuis 15 ans. Oui. Plus même. Plus même. Non, avant, on n'en parlait même pas. Non, voilà, c'est ça. Et ça n'avance pas, ça ne bouge pas, les proportions. Alors, je pense que ça va pouvoir commencer à bouger parce qu'on commence à parler d'industrie. Et ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que l'orientation que choisit un jeune, et en particulier une jeune fille, quand on part dans une filière technique, on commence à se projeter dedans quand on est déjà aux environs fin de collège, lycée, où on commence un peu à envisager ce type de filière. D'accord ? Il faut avoir à l'esprit que les sources d'affluence, on va dire, ce sont les parents, ce sont les enseignants, les réseaux sociaux, on va dire. Ok, donc... Et aujourd'hui, mais dans ces trois grandes sphères-là, qui ont quand même touché la majorité des jeunes, qui parle d'industrie en des termes positifs?
Moi, j'ai eu une discussion avec la maîtresse de CM2 de ma gamine qui expliquait qui faisait les grandes phases, donc l'apparition des grands magasins qui avaient permis aux gens qui n'avaient pas beaucoup de sous d'aller acheter et tout. Apparition de l'industrie, des milliers de morts. Non. CM2. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Je me suis dit, c'est pas possible, on n'y arrivera jamais, quoi. C'est déprimant. Non, elle est un peu space quand même. Et puis elle s'est fait toutes les années comme ça. Non, défendons un peu le corps enseignant. Je ne crois pas que ce soit représentatif du corps enseignant quand même, pas à ce point-là, quoi. Mais je rêve que, du coup, alors les parents, on n'y aura pas accès parce qu'ils ont leur propre travail. Mais moi, je rêve que le monde de l'éducation vienne se reconnecter au monde professionnel. Industrie ou autre, mais viennent se reconnecter au monde professionnel pour se dire, mais finalement, quels sont les métiers ? Qu'est-ce que vivront mes élèves demain et vers quoi je peux les amener à rêver à quelque chose ? Et là, on pourra commencer à changer les mentalités vis-à-vis des jeunes filles. Avec un point important, tiens, Romain, je sais que c'est ça aussi au cœur de tes préoccupations, c'est le salaire. C'est-à-dire qu'on est dans un... Comment est-ce qu'on va dire ça ? Dans le monde développé sur une forme de crise du travail, où en gros, tiens, je voyais là, Armin Laschet, le candidat CDU en Allemagne, accepte que finalement les mini-jobs, qui sont donc à 500, 600 euros par mois, aient une augmentation de 10 à 15%. Bref, il y a une crise du travail. L'industrie, par la valeur ajoutée qu'elle dégage, arrive justement à résoudre cette crise du travail et te permet, toi, de payer des salaires qui sont des salaires qui permettent aux gens de vivre dignement. Ben, ce serait idéal, mais c'est pas si Mais facile. ça l'est aujourd'hui. Ça l'est pas tant que ça. Aujourd'hui, nos problèmes, c'est la différence entre les bas salaires et les moyens salaires. Ouais. C'est que la différence est gigantesque. Je regardais tout à l'heure, un SMIC à 1200 euros net, et il coûte 1600 euros à l'entreprise. Pour que un salarié qui a des compétences, qui peut faire évoluer, qui apporte de la valeur, touche 2000 euros net, ça coûte 3600 ou 3800 euros à l'entreprise. À un moment donné, c'est pas proportionnel. Donc on a un vrai problème de... C'est super, il n'y a pas beaucoup de charges sur les bas salaires, mais personne ne veut venir travailler au SMIC. Aujourd'hui, dès qu'on travaille au SMIC, on perd des aides de la CAF, on perd énormément de choses, et il n'y a plus d'intérêt à travailler au SMIC. Donc il vaut mieux ne pas travailler, ou peut-être travailler pour 2000 euros, mais sauf que l'entreprise ne peut pas toujours le faire. Et on a un vrai problème de cohérence sur la charge salariale, de mon point de vue en tout cas. Ça, c'est un combat que vous avez porté, hein, Oui, Bruno. Grand combat, grand débat aussi. entre les économistes d'ailleurs. Ah, ça, avec Cahuc et compagnie. Exactement, sur les baisses de charges, sur les salaires de l'industrie. Oui, voilà. C'est là qu'il faut être porté par une vision du long terme et pas juste par des calculs qui vous démontrent que... Parce que le raisonnement des économistes n'était pas compliqué. Il était de dire, si vous baissez les charges sur les salaires médians et même supérieurs, eh bien, les salaires augmenteront parce qu'il y a une pénurie de ces compétences-là et donc les salaires augmenteront. Or, ce n'est pas la réalité dans votre entreprise. Si les charges baissent, vous n'allez pas perdre vos cadres, ils ne vont pas partir. Vous ferez un peu plus de marge, vous pourrez investir plus et ça créera un cercle vertueux. Mais ça, c'est une méconnaissance de ce qui se passe réellement. Mais le système fiscal et le système des charges sociales n'est pas fait pour l'industrie. Il favorise effectivement des bas salaires des services. Ce serait pas plus important que les impôts de production, ça Ce Parce serait, que c'est pas au même endroit, hein, quand même, dans votre compte d'exploitation. C'est un package qui est intéressant. C'est un global, je pense. Hein. Les impôts de production sont quand même d'une perversité totale par leur caractère fixe. Notamment dans les périodes de basse eau, dans les cycles, vous avez des charges fixes et ça tue les entreprises. Donc il faut travailler quand même sur ce sujet. Mais les charges, c'est vraiment ce qu'empêche la montée en gamme. Aujourd'hui, vous pouvez difficilement vous payer votre premier ingénieur dans une PME, le deuxième, monter un bureau d'études. C'est quasiment impossible si vous n'avez pas une base installée, si vous n'avez pas déjà un historique. Donc ça empêche cette montée en gamme et c'est une incohérence, je pense, du système social français. Mais c'est vrai que les salaires dans le secteur de l'industrie sont élevés par rapport à plein d'autres secteurs et en particulier du service. Hein. On est complètement en dehors. Enfin, c'est ce que j'avais en tête et en même temps, Romain me ramène un peu sur terre. C'est-à-dire que ces choses-là évoluent aussi, quoi. Et en même temps, effectivement, il y a une pénurie. Donc, à un moment donné, les jeunes qui rentrent commencent à rentrer à des plus hauts à des niveaux de salaire que gagnent des gens qui ont 20 ans d'ancienneté. Sinon, ils ne viennent pas. Ouais. Donc, on a ça. Après, c'est aussi à nous... C'est un problème de cohésion, ça, à l'intérieur de l'entreprise ? Ça peut être un peu compliqué. Non, c'est intéressant. Après, c'est une réalité. C'est une réalité. Donc, il y a un enjeu salaire, mais il y a un enjeu aussi, nous, chefs d'entreprise, à donner envie. On a quand même un vrai problème quand on discute avec beaucoup de chefs d'entreprise qui voient les salariés comme des problèmes.
Et à un moment donné, où plus personne veut travailler, plus personne machin, enfin les jeunes ceci, les jeunes cela. On doit donner envie, on doit être porteur de sens, on doit reconnaître aussi la valeur du travail de chacun et chacun comme personne. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu en tant que manager à reconnaître ça, que ça se sache, que les gens se sentent bien dans leur travail pour qu'ils soient ambassadeurs déjà de leur métier, peut-être de l'entreprise en dehors, mais en tout cas de l'industrie en général demain. Ouais. Donc on peut se plaindre de ne pas avoir de ressources, mais à un moment donné, il faut qu'on donne envie aux gens d'être ambassadeurs de ça. Alors, il nous reste moins de 10 minutes. Il faut quand même qu'on termine avec l'industrie du futur. Alors, comme tu disais, l'industrie d'aujourd'hui, l'industrie du futur. Michael, on est à l'aube d'une nouvelle révolution industrielle. On décrit impression 3D, éléments de production beaucoup plus petits, qui peuvent se rapprocher des villes, nouvelles matières, etc. Il y a quelque chose là qui peut donner une nouvelle dimension à l'industrie dans les années qui viennent. Il y a quelque chose qui est déjà en cours. Enfin, je pense que tous les industriels qui sont autour de la table en sont déjà dedans depuis quelques années, mais je pense que le Covid a été un très fort accélérateur de ça. Pour des raisons, quand tu évoquais tout à l'heure de résilience, on s'est rendu compte que c'était important d'être capable d'être résilient dans les chaînes de valeur, et donc le digital peut largement accompagner ça. Et les boîtes qui avaient déjà un socle digital s'en sont plutôt mieux sorties. En tout cas, c'est ce que me disent mes clients pendant le Covid, que celles qui n'avaient encore pas initialisé leur transformation digitale. Par ailleurs, on voit aussi à l'heure actuelle que c'est très conjoncturel, mais en sortie de crise, on a un gros problème d'approvisionnement, en fait, les matières premières, les prix qui augmentent, etc. Sûr. Et avoir des supply chains agiles, être agile, pouvoir interpréter les signaux de demande aussi qui sont très volatiles. Si on prend juste en ce moment, là, la plupart de mes clients me disent j'ai du mal à lire ma demande, le mix est compliqué, ça change du jour au lendemain. En fait, si on ne s'est pas transformé, parce que le digital, c'est un moyen pour faire des nouvelles technologies, mais c'est surtout un moyen de mieux collaborer ensemble dans l'entreprise. Et donc de mieux faire collaborer le commercial avec la supply chain, la production, d'avoir des flux très raccourcis, de pouvoir mieux réagir à son marché tout simplement. Donc ça, ne serait-ce que pour des nécessités de marché, cette nouvelle révolution industrielle, elle est tirée par la conjoncture, on va dire. Après, si on se projette un peu plus loin, c'est sûr qu'il y a tout ce qui arrive avec la circularité et les nouveaux modèles d'affaires. C'est-à-dire de se dire que, et c'est le cas, j'imagine, pour vous qui êtes des fabricants de machines ou d'équipements, on vend maintenant, la plupart du temps, un produit avec des solutions. Et l'industrie du futur, c'est aussi ça. C'est pas seulement je vais être plus compétitif sur le terrain parce que j'ai des robots, l'impression 3D, le digital. Mais c'est aussi, j'ai un modèle d'affaires qui est différent, où je vends potentiellement des abonnements, je vends de la maintenance, je vends du prédictif, je vends tout un tas de choses que je vendais pas avant à mes clients, parce que je comprends même mes clients, donc ça vient du monde digital, c'est de bien comprendre son client, et du coup je peux lui vendre complètement autre chose que ce à quoi j'étais destiné au départ. Tu ne vends pas un matelas, tu vends une qualité de sommeil. Par exemple. Voilà. Ou tu vends pas des pneus, tu vends des kilomètres parcourus, voilà. C'est super intéressant. Le patron de Michelin Amérique du Sud me disait, j'aurais jamais réussi, il était patron des poids lourds Amérique du Sud, et en fait là-bas forcément les transporteurs n'ont pas forcément les moyens d'acheter des pneus neufs, en tout cas Michelin, qui sont 20% plus chers que les autres. Donc ils ont attaqué ce marché en vendant des pneus au kilomètre, ce qui fait que le gars, il n'a pas le côté investissement, je dois largement m'endetter, il va payer directement. Ça veut dire ça, Michael, que, pour résumer, on va dire le processus de production, l'ensemble des machines et les hommes qui sont autour de ces machines, puisque j'ai bien compris qu'il y a des hommes et des femmes autour de cette machine, sont directement connectés à la façon dont se comportent les clients, à la demande, aux évolutions du marché, et que ça se fait presque en temps réel. Alors c'est là où ça rebondit avec le débat d'avant, parce que pour pouvoir faire bien ça, il faut s'inspirer de ce que font les GAFA, justement les boîtes qui viennent du digital. C'est comment j'ai une structure de données qui est pensée pour que mes données me reviennent des clients. Donc ça passe par du physique, des capteurs, etc. Mais surtout que la donnée, je puisse l'exploiter en temps réel. Pourquoi est-ce que Tesla est autant en avance sur les autres? C'est pas contrairement à ce qu'on croit les batteries. Parce que sur chaque Tesla, il y a des capteurs qui remontent en temps réel de l'info sur tout ce que font les conducteurs de Tesla. Donc vous avez des updates de la voiture qui se font régulièrement, elle s'améliore dans son cycle de vie. Et en fait, il y a de l'innovation, énormément d'innovation qui se fait chez Tesla, parce qu'on analyse en permanence ce que font tous les conducteurs. C'est ça. Par rapport aux autres, moi je bossais chez PSA, tous les 6 mois, vous faisiez des enquêtes sur que pensaient les consommateurs, etc. Le temps que ça arrive en usine, j'étais responsable en usine de mettre en place des plans d'action pour plus que des fausses propages. Il y avait un an et demi entre ce que disaient les clients et ce qu'on mettait en place. Et c'était bien pour l'époque, donc je critique pas PSA. Mais simplement, maintenant, on est dans l'ère de l'instantané. Donc juste pour reprendre cet exemple, comment je fais quand je suis un fournisseur de solutions physiques pour avoir le plus possible d'informations sur comment c'est utilisé chez mes clients, pour lui vendre autre chose qui correspond à ce que lui veut faire, donc bien comprendre son marché à lui, pour que lui soit plus compétitif grâce à moi. C'est enthousiasmant, hein. Il y a du boulot, mais c'est une révolution que tu vis toi aussi, Oui, bien Bruno. sûr, une accélération terrible, une accélération, une problématique de continuité numérique, notamment de plugger tous les systèmes, ce qui est une grande difficulté. La grande difficulté. Sans pour autant perdre nos savoir-faire historiques. Hein. C'est quand même, on fabrique des machines, il faut garder ces savoir-faire, mais maintenant on est obligé d'ajouter une couche de logiciel, une couche de numérique, de capteurs, et tout ça avec des impacts sur le marketing, sur l'approche commerciale, et
et avec une difficulté à tout connecter. Et franchement, la continuité numérique, c'est un vrai sujet dans nos entreprises parce que là, on manque d'expertise. Et un point qui a été signalé, et je pense qui est très important, l'Europe, on parle toujours des GAFAM, mais l'Europe, les GAFAM de l'industrie sont européens. Les Dassault Systèmes, les Siemens, les SAP, etc. Donc on a quelques atouts dans ce domaine. D'ailleurs, Breton le dit bien, à l'échelle de l'Europe, on a des géants du numérique de l'industrie, du B2B, donc inconnus souvent du grand public, et qui sont des acteurs majeurs à l'échelle mondiale. Donc il y a une carte à jouer pour les Européens autour de ces technologies, mais c'est loin d'être simple. Mais ça veut dire surtout masse d'investissement considérable. Oui, bien juste devant nous et investissement. devant vous. Ce qui est difficile, c'est de faire le juste investissement. Pas trop tôt parce qu'on est précurseur et puis ça marche pas bien. Pas trop tard parce qu'on est dépassé. Et puis avec une très grande difficulté, connecter un ERP à une CAO, à une FAO, à une GMAO, à un CRM. Aujourd'hui, ça fait partie des défis qu'un patron de PME a un peu de mal à résoudre. Et après, que faire de la donnée? Et voilà. Que nous, Non, PME... c'est très significatif de tout ce qu'on vient de se dire parce que ERP, CRM, ça, je pense qu'en fait, globalement, ça fonctionne. marcher. Voilà, Ça va. parce qu'on est dans le service total. Voilà. Et dès qu'on rentre effectivement sur dans le contrôle l'atelier, des machines, dans l'atelier, et c'est là que Très compliqué. les difficultés. Romain, comment est-ce Non, que mais tu... c'est exactement ça. On fait des investissements où on récupère de plus en plus de data. Nous, on est plus dans la visée de l'excellence industrielle, mais on sait que nos clients vont nous demander de savoir exactement où est la pièce après avoir passé la commande dans les 5 ans maximum, à mon avis. Donc, il nous faut de plus en plus de compétences. Comment ça, où est la pièce? J'ai pas compris. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le client va passer sa commande. Aujourd'hui, sur Amazon, désolé de les citer, mais sur tous les sites sur Chronopost aussi, on sait, quand on commande quelque chose, exactement où est le produit. Demain, on doit faire pareil dans nos métiers de sous-traitants. Donc, je ne sais pas encore comment on va le faire. Par contre, on a fait des investissements. Si c'est à la production, si c'est en production, si c'est emballé, si c'est en livraison. Le manufacturing as a service, ça va être ça, ce qu'on doit viser. Maintenant, j'avoue que nous, PME de 40 personnes, on n'a pas encore les compétences ni les moyens d'aller complètement là-dedans. Il faudra que... Mais tu restes persuadé que... C'est quoi le chiffre d'affaires de... Maintenant, on est monté à 8 millions consolidés. Mais tu restes persuadé justement qu'il y a une place... Il faut aller là-dedans. Aujourd'hui, nous, on digitalise petit à petit l'atelier. Alors, on fait des tentatives parce qu'on n'a pas encore mis le gros ticket pour y aller. Mais on avance pour la remontée d'informations sur la maintenance du quotidien. Et ça y est, on a une remontée quotidienne de l'info avec un pilotage de la maintenance quotidienne. C'est une révolution pour une entreprise comme la mienne, alors que ça existe beaucoup mieux Mais ailleurs. tu restes persuadé, Romain, qu'il y a une place pour des entreprises industrielles de petite taille. Parce que tout ce que viennent de décrire tout ça, c'est des Michael et technologies Bruno, qui vont être accessibles pour des entreprises alors, c'est plus gros pour les vôtres, mais c'est en train de devenir accessible. La question, c'est comment est-ce qu'on va le piloter ? Parce que nos techniciens, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils ont le savoir-faire technique, la maîtrise de la matière. Ils doivent apprendre à servir d'une tablette, d'un ordinateur, et puis ils ont une machine à 1 million d'euros, 2 millions, 5 millions d'euros devant les yeux, et ils disent comment ça va se passer. Il faut les accompagner à ça, et que ça soit eux, après, qui s'épanouissent là-dedans, qui viennent en parler dans les écoles. Sylvie, le mot de la fin, c'est pour vous. Le mot de la fin. Ouais. On a la chance d'avoir 50 ans d'historique sur la partie ERP. On fait partie des premières PME françaises à avoir eu accès à la GPAO au tout début des années 70, avant même que je naisse. mais en l'occurrence, donc toute la partie gestion de données internes, c'est données qu'on a depuis très très longtemps. Là où moi je vois la transformation, on fait 85% de notre chiffre d'affaires à l'export et surtout en grand export. Et nous, la donnée, c'est surtout la donnée qui pourrait revenir des clients. Et jusqu'à présent, une des grosses difficultés qu'on avait, c'est que récupérer des données de nos machines de production, ça veut dire qu'on récupère des données de production de nos clients. Et ça, autant vous dire que les clients, ils n'étaient pas prêts du tout à ce qu'on sache combien de poches ils avaient pu sortir ou de sachets ils avaient pu produire. Et on commence à voir une évolution de la mentalité sur ce sujet-là, se dire mais finalement, peut-être qu'en faisant remonter des données et en maintenant le fait que cette donnée, j'en reste maître et qu'elle soit bien sécurisée, on pourrait arriver à envisager que ça m'apporte un service autre. Donc, j'accepterais de mettre une certaine quantité de données
à disposition, ce qui n'existait vraiment pratiquement pas du tout avant. D'accord ? C'est-à-dire que la prise en main à distance des machines, c'est des choses, on les a toujours fait, surtout quand ils sont en panne, ils sont super contents qu'on puisse, à l'autre bout de la planète, instantanément prendre la main sur la machine pour le faire, mais ils nous mettaient le tuyau en place juste instantanément, mais pas en remontée d'informations. Tesla, ça fonctionne parce qu'en permanence, il récupère toute l'information. Et pour ça, il faut que l'utilisateur soit OK. Et là, les industriels, il y avait encore un petit pas, on n'est pas encore dans les B2C, là, c'est du B2B et le pas est en train de se transformer. Voilà. Merci Sylvie, merci messieurs d'avoir débattu avec nous pendant 1 heure de l'industrie et de l'avenir de l'industrie. On se retrouve demain sur Bismart. Votre programme vous a été présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée.